Bonjour et bienvenue dans Pour tout vous dire. On l'oublie souvent, mais vu de l'espace, notre planète est bleue. L'océan représente 71% de la surface de la planète Terre et il fournit la moitié de l'oxygène que nous respirons. Il est donc essentiel pour notre vie. Mais aujourd'hui, l'océan est en danger. Plastique, produits chimiques, marées noires, mais aussi surpêche et effets du changement climatique mettent en péril l'ensemble des écosystèmes marins. Comment peut-on enrayer la machine avant qu'il ne soit trop tard? Ce sera le sujet de notre émission cette semaine. Pour mieux comprendre l'enjeu de la préservation de l'océan, nous avons réuni deux spécialistes très impliqués dans ce domaine, puisque l'un dirige la fondation Tara Océan et l'autre est une chercheuse spécialiste des fonds marins. Et puis tout à l'heure, Francis Valla, président d'honneur de l'ONG 7e Continent, viendra nous rejoindre pour parler plus spécifiquement du problème des déchets plastiques dans l'océan. Bonjour à tous les deux, Françoise Gay et Romain Troublé, merci d'être venus nous rendre visite sur ce plateau. Romain Troublé, vous avez une formation en biologie moléculaire et un master à HEC Télécom Paris et vous avez été régatier professionnel. Depuis 2004, vous êtes en charge de la direction opérationnelle des expéditions de la goélette Tara et vous êtes aujourd'hui directeur général de la fondation Tara Océan. Françoise Gay, vous êtes une spécialiste de l'océan, directrice de recherche émérite au CNRS et conseillère scientifique à l'Institut écologique et environnement du CNRS. Vous coordonnez le comité scientifique de la plateforme Océan et Climat et vous faites partie du comité scientifique de la Fondation Tara Océan. Donc l'océan nous fournit de nombreux services. Il nous apporte des ressources alimentaires, médicales, minières. Il est aussi une source d'énergie renouvelable et c'est par lui que transite 90% du transport des marchandises. C'est donc un enjeu majeur pour l'humanité. Pouvez-vous nous rappeler en quoi l'océan est essentiel pour notre vie sur Terre, Françoise Gay? Oui, bonjour. D'abord, je pense qu'il y a plusieurs façons d'aborder la question, mais il y en a une. C'est le dernier espace naturel sur la Terre. Et à ce titre, il a d'une importance considérable, puisque pour le climat, par exemple, c'est un puits de chaleur qui récupère l'ensemble de la chaleur qui est conséquente du changement climatique. Et puis aussi, c'est finalement quelque chose qui régule le changement climatique. C'est une machine qui change complètement les choses si on le regarde à l'échelle de la géologie, des millions d'années, puisque d'abord, la vie est parue dans les océans. Et puis ensuite, c'est dans cet environnement-là que l'ensemble de la matière est recyclée au niveau du système Terre. Donc c'est quelque chose d'important. Et puis avec le changement climatique, il y a des impacts aussi sur l'ensemble de la biosphère, sur les écosystèmes marins, que ce soit l'acidification, que ce soit la déoxygénation, que ce soit aussi peut-être les conséquences de l'évolution de la fonte des glaces qui va entraîner une désalinisation de l'eau de mer. Donc cet ensemble-là de changements font que c'est l'environnement auquel on doit s'adresser aujourd'hui si on veut comprendre ce qui se passe sur la Terre. Puis la deuxième chose, c'est que à partir du moment où on considère que cet espace qui couvre les 2/3 de la surface de la Terre est important, on peut s'étonner d'une chose, c'est que on a commencé sur les bords à entamer le processus d'appropriation de l'océan par les zones économiques exclusives, les États s'en sont emparés selon des règles bien définies. Mais il reste encore tout un espace qui n'appartient à personne. Et c'est ça qu'il nous faut préserver aujourd'hui, dans l'avenir. Et puis sinon, bon, c'est ce que vous avez dit, c'est aussi un ensemble de gisements de richesses, de capital naturel, auquel nous devrions penser pour avoir un développement durable dans les années à venir. On va parler de tous ces problèmes dans cette émission. Aujourd'hui, comme c'est le cas sur l'espace terrestre, les écosystèmes marins sont menacés.
C'est la mission que s'est donnée la Fondation Tara, étudier l'océan pour mieux le comprendre et le protéger. Romain Troublé. Oui, je dirige cette fondation depuis 17 ans maintenant. Et la goélette Tara est un bateau de petite taille, 36 mètres, avec 2 mâts qui marchent à la voile, bien sûr, et qui essaie effectivement d'explorer cet océan, d'explorer la biodiversité. C'est vraiment le cœur de l'émission de Tara, c'est les enjeux de la biodiversité, cette biodiversité dont parlait Françoise Gaille. Et c'est d'aller au cœur de cette machine-là, comprendre comment ça fonctionne, comment le stress de la température qui chauffe, des pollutions plastiques, des pollutions chimiques demain, viennent affecter cette biodiversité-là. Alors, l'enjeu, c'est d'aller en mer, puis c'est aussi de raconter. Donc, la Fondation passe énormément de temps dans les classes, partout, dans les escales, dans les classes aussi en France, pour raconter cette histoire, pour essayer de partager cette aventure de la connaissance, d'aller en mer, d'expliquer pourquoi on y va, qu'est-ce qu'on en comprend, comment on y vit aussi en tant que marin. Ça intéresse beaucoup les gens. Je crois qu'on a du mal, terrien, à se rendre compte de ce que c'est que d'aller en mer et de ce que c'est que la mer, en fait. Il y a déjà eu combien d'expéditions? Il y a eu 11 expéditions qui ont été menées à travers la planète au pôle Nord, comme vous pouvez voir sur les images, mais également sur les récifs coralliens du Pacifique pendant 3 ans. Et quelque part, la Fondation Tara, elle renoue avec les grandes expéditions du 18e, 19e, même avant, qu'on partait 3-4 ans autour du monde, découvrir des routes, découvrir des territoires, des peuples, des richesses. Et finalement, nous, maintenant, on va découvrir notre ignorance au fil du temps, où le bateau va, et il vient documenter ces micro-organismes beaucoup. Et la mission Voilà, qui vient donc de le partir. 12 décembre, une nouvelle mission. C'est la mission microbiome. Microbiome. Et qui va étudier donc les microbes dans Oui. l'océan. Une grande partie de la biomasse, tout ce qui vit dans la mer, est microscopique, se renouvelle très vite. C'est une vraie machine biologique, tout ça. Et elle est composée de virus, beaucoup, à ADN, à ARN, comme le virus du coronavirus, bien sûr, mais aussi de bactéries, de microalgues. Toute cette microfaune, en fait, on appelle ça le microbiome. Et finalement, on se rend compte que ces microbiomes est aussi important pour les grands équilibres planétaires que le microbiome qu'on a, nous, dans notre intestin, pour nous faire digérer nos aliments tous les jours. Finalement, on a une analogie, en fait, à des différentes échelles, comme ça, de l'importance de ce microbiome. Donc on est parti le 12 décembre, en plein milieu du confinement. Le bateau arrive dans quelques jours en Chili pour entamer 2 ans d'expédition sur cet micro-organisme marin et comprendre non pas qui est là, parce qu'on a déjà fait ça dans le passé, une grande partie, mais surtout qui fait quoi avec qui, comment ça marche, et comment ce système qui nous produit l'oxygène tous les jours, qui stocke du carbone dans les océans, qui produit des protéines, comment ce petit peuple des océans être affecté par le changement climatique, par la pollution, etc. Françoise Gaille, vous avez lancé avec d'autres un appel pour un océan comme un bien commun de l'humanité. Pensez-vous que l'océan soit encore trop absent des stratégies environnementales? Oui, tout à fait, mais parce qu'il est loin, comme vient de le dire Romain Troublé. Il est loin, on ne le voit pas, ou alors si on le voit, c'est à l'horizon. Et pour nous, il est extrêmement étranger à notre imaginaire de terrien. Nous avons d'abord un imaginaire de terrien. Et donc c'est pour ça qu'il faut aller voir l'océan, vraiment voir comment il est, pour le sentir aussi, le sentir. Et puis même rentrer dedans, aller voir au fond, parce que autant on peut voir à la surface, mais c'est vraiment un espace complètement inconnu. À partir de 700 mètres, par exemple, le GIEC a fondé l'ensemble de ces scénarios sur une bonne connaissance des 700 premiers mètres. Au-delà, on n'a pas beaucoup de connaissances, sinon dans des hotspots particuliers. Et donc, il y a quand même, ça va jusqu'à 12 000 mètres de profondeur. Donc, il y a tout à découvrir. Et à cet égard, je pense que il faut qu'on le considère comme un bien commun. Ça veut dire quoi? C'est simplement il est un, il n'y en a qu'un sur Terre. Il n'y en a pas d'autres. Hein. C'est comme la planète. Il n'y a pas 2 planètes, il n'y en a qu'une. Eh bien, il n'y a qu'un océan. Et cet océan, il faut le préserver. Le préserver, c'est notre intérêt, le préserver pour les générations futures, mais aussi pour toutes les richesses qu'il peut avoir. Et c'est la responsabilité qui est la nôtre. Et c'est pas seulement des individus, c'est celle aussi des communautés scientifiques, par exemple, mais c'est celle aussi des sociétés. Et c'est celle aussi des États. Et cet appel a pour objectif de faire comprendre l'unicité de l'océan, le côté importance décisive dans l'avenir de la planète,
Et puis aussi l'explorer parce qu'en fait, on va y trouver des choses extraordinaires. Et ça sera la connaissance est la seule façon de pouvoir préserver quelque chose. Il faut d'abord connaître pour agir. Bien sûr. Alors, on va parler maintenant plus précisément de toutes ces menaces qui pèsent sur l'océan. Et tout d'abord, des émissions de gaz à effet de serre. On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Quel est le lien, donc plus précisément, entre climat et océan? Et quelles sont les conséquences du réchauffement climatique sur l'océan? Il y a beaucoup d'impacts, effectivement. Le tableau est assez noir. Hein. Si on trace le tableau complètement, vous allez voir que le tableau est assez, quand même, assez noir. Le changement climatique a un effet d'abord de chaleur, hein, température, on en a parlé. La chaleur a un rôle majeur sur les écosystèmes. Hein. Même à demi-degré, même à 0,2 degré, un impact sur ces écosystèmes. Donc c'est un point très important. Et l'océan s'est réchauffé jusqu'à 700 mètres de profondeur, comme l'a dit Françoise. Mais il y a également et puis il y a des temporalités différentes. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui déjà un premier stress très important, c'est que l'océan perd de l'oxygène. Vous savez, ces animaux vivent dans l'eau parce qu'il y a de l'oxygène dissous. Et on trouve aujourd'hui de grandes zones d'oxygène où il n'y a pas d'oxygène. Entre 0 et 1000 mètres de profondeur, parfois plus profond, où il n'y a pas du tout d'oxygène. Donc il n'y a pas de vie qui y va. Les poissons arrivent et puis ils font demi-tour quand ils n'arrivent pas à respirer. Et donc, ces zones-là, on constate qu'elles s'augmentent avec le changement climatique et le fait que les océans se stratifient, il y a moins d'échanges verticaux, donc il y a moins d'oxygène qui est brassé dans l'océan. Et puis, il y a cet enjeu d'acidification qui est causé par l'augmentation de CO2 dans l'atmosphère, qui du coup augmente le CO2 dissous dans l'océan, qui fait que ça devient plus acide. Et ça, c'est aussi un important facteur de changement des équilibres écosystémiques de l'océan aujourd'hui. Donc finalement, préserver l'océan, c'est aussi lutter contre le réchauffement climatique? Absolument. Absolument. Vous voulez ajouter quelque chose à ce sujet, Françoise Gaille? Non, je pense qu'il a tout dit. On sous-estime aussi le problème de la salinité néanmoins, dont j'ai parlé tout à l'heure, parce qu'en fait, si les glaces fondent, en fait, l'eau de salée, elle va devenir plus douce. Et le fait que cette eau douce s'agrandisse dans ces nappes à la surface de l'océan va aussi avoir des conséquences qui ne sont pas encore très très bien étudiées, mais qui sont d'importance, surtout dans les pôles. Alors, avec cette fonte des glaciers, donc, il y a aussi une élévation du niveau des mers. Hein. Les zones situées sur les littoraux sont donc en danger? Ah bah alors là, il faut vraiment qu'on s'y mette. C'est vrai que le GIEC, il y a 10 ans, disait, bon, bah, écoutez, à la fin du siècle, ça sera 40 cm, puis c'est devenu 60 cm, puis c'est devenu 80. On en est à plus d'1 mètre, en moyenne. Donc à la fin du siècle. À la fin du siècle. C'est pas partout pareil. Il y a des endroits où ça va baisser. Hein. Par exemple, le Groenland, ça va baisser parce que avec la fonte des glaces, en fait, le poids des glaces fait remonter après le continent. Là, c'est vraiment l'eau qui va baisser. Mais par exemple, en Europe, on va avoir des élévations du niveau de la mer assez importantes. Et il faut qu'on se prépare à ça pour essayer d'avoir des solutions d'adaptation. Alors, est-ce que justement, il y a des stratégies sont mises en place, hein, notamment en France? Alors, on est en train d'y travailler, oui, oui. Il y a vraiment une bonne manière d'appréhender la chose, c'est d'abord quelle est l'échelle du territoire qu'on va considérer, parce qu'il y a les façades, et puis il y a dans les façades aussi ce qu'on appelle des microclimats. Il peut y avoir des zones comme, par exemple, le large de La Rochelle, avec la tempête Cynthia, il peut y avoir des moments où les phénomènes sont tels que ça entraîne un débordement beaucoup plus important. Donc on essaye de travailler là-dessus et c'est, d'ailleurs dans la plateforme Océan Climat, on a un projet qui s'appelle Cities, qui va être de voir quelles sont les stratégies et les solutions à adopter par rapport à ça. Et on va mettre ensemble différents aspects de différents sites dans la planète. Il va y avoir l'Europe, mais il va y avoir aussi la Californie, l'Afrique, le Pacifique. Pour essayer de voir finalement, peut-être qu'il n'y a pas qu'une seule solution, peut-être qu'il faut trouver une solution adaptée au contexte. Au cas par cas. Il y a un phénomène dont on entend souvent parler, c'est celui de la disparition des coraux. À quoi est dû ce phénomène et pourquoi est-il si inquiétant, Romain Troublé? Alors on parle des littorales, les coraux sont sur les littorales, hein. Ils protègent beaucoup les littoraux des îles du Pacifique notamment et d'autres océans. Hein. Et les coraux, c'est vivant, c'est un animal. Le corail qu'on voit avec notre masque, c'est un animal et il a d'ailleurs des belles couleurs parce qu'il abrite une petite algue dans ses tissus qui donne cette belle couleur de toutes les couleurs, que c'est magnifique à voir. Pour ceux qui ont la chance de plonger avec un masque dans ces environnements.
Mais le corail est très sensible. En tout cas, cette association, ce mariage entre l'algue et cet animal est très fragile, très sensible à la température, principalement. Et finalement aussi à un cocktail de pression, qui sont la pollution locale, la pêche à la dynamite, d'autres pratiques, de choses qui viennent ajouter à ça. Mais la grande raison de cette mort des récifs coralliens dans le monde, c'est la température qui augmente. Et parfois trop longtemps. Le corail peut résister 2-3 semaines, mais au bout de 3 semaines, il n'arrive pas à résister, et du coup, il meurt. Et après, il faut 7 ans pour que ça revienne, sans événement climatique majeur. Et donc, à la fois, c'est une barrière qui protège les côtes, en fait. Et on parlait beaucoup du littoraux et du montée de la mer, en fait. Comment protéger nos côtes demain sans bétonner tout, parce que le béton ne tiendra pas. Mais c'est la nature qui va faire que ça va tenir. C'est les enjeux, les écosystèmes naturels qui vont résister, comme les coraux résistent. Les coraux font partie de cette barrière. Les coraux résistent et empêchent, car par exemple dans le Pacifique, on parle beaucoup de la grande houle du Pacifique, et quand vous naviguez là-bas, vous voyez bien. Mais sous ces barrières de corail viennent casser cette houle pour protéger les littoraux de ces îles contre l'érosion. Et là, quel est le bilan à propos des coraux aujourd'hui ? Le bilan est qu'on a perdu 25%, plus de 30% des récifs coralliens depuis 30 ans en surface, que des projections... on n'a pas trop compris comment les coraux arrivent à résister dans le temps, la résilience, on parle de résilience, comment ils se remettent de stress. On voit aussi que des coraux qui ont blanchi une fois deviennent plus résistants ensuite. Ils s'adaptent. Et ils s'adaptent un peu. Le temps est un peu plus long, bien sûr. Les coraux qu'on connaît aujourd'hui ne seront pas les coraux qu'on verra demain. Et dans 50 ans, les espèces vont changer. Nos espèces sont plus adaptées à celles qu'aujourd'hui, vont prendre le dessus par rapport à celles d'aujourd'hui, etc. La surpêche est un autre fléau auquel doit faire face l'océan. Elle a déjà entraîné l'effondrement de plusieurs espèces de poissons dont les stocks ne sont pas parvenus à se renouveler. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur l'impact de la pêche sur les populations marines, Françoise Gaille ? Écoutez, si on a une pression trop grande, si on pêche trop longtemps au même endroit avec des gros navires et trop de quantité, on va épuiser la nature. Et c'est cette idée-là, aussi simple que ça, qui est en cause. Je pense qu'on a réussi, avec des contraintes qui ont été mises en place, etc., à réguler un peu la décroissance des stocks de pêche. L'interdiction du chalutage profond, par exemple, et de la pêche électrique. Ah oui, alors ça, c'est une catastrophe. Enfin, bon, moi, je trouve que c'est une contre-nature, en plus. C'est même grave de pouvoir avoir pensé que la pêche électrique allait nous sauver pour avoir des stocks de poissons beaucoup plus importants et avoir tous dans notre assiette comme d'habitude. Non, non, pas du tout. Non, et puis alors pour le chalutage, ça aussi, c'est évident, c'est le bon sens. Si vous raclez quelque chose avec des moyens qui sont physiquement très dommageables, vous allez avoir un milieu qui est complètement perturbé et qui va changer complètement l'écosystème. Donc voilà des choses qui sont graves. Et puis maintenant, aujourd'hui, quand même, quand on regarde l'évolution des choses, les poissons que nous mangeons, ils sont issus de différents endroits, mais surtout, ça n'est plus forcément des poissons sauvages. Donc il y a aussi cette question. Et puis, je pense que dans l'avenir, il faudra qu'on fasse attention à replacer les choses dans leur contexte. C'est-à-dire d'où ça vient, en fait. D'où ça vient, ça a été pêché où, par qui, comment. Voilà des choses qui sont maintenant, aujourd'hui, en face de nous et qu'il faut qu'on prenne en compte. Prendre plus conscience des choses et de notre manière de consommer, d'une manière générale. Puis la pêche, c'est la dernière cueillette, en fait, à l'échelle globale. C'est la dernière chose qu'on cueille, qu'on ramasse sans faire... Librement. Oui, on cultive tout, la terre est cultivée partout, mais là, on cueille, et on cueille beaucoup. On se sert. Et on peut cueillir tant qu'il y en a. Et à trop en prendre, on voit bien que les stocks s'effondrent. Donc, en fait, il va falloir bien comprendre que si on veut pêcher longtemps, il faut accompagner les pêcheurs pour aussi continuer à vivre en pêchant moins, etc. C'est une vraie question de société, en fait. Si c'est possible, une pêche durable. Bien sûr. Et se battre très très fortement contre la pêche illicite, la pêche pirate. Et la moitié des pêches mondiales, quasiment, c'est de la pêche pirate aujourd'hui. Donc c'est une catastrophe. On estime à 350 millions de tonnes la production de plastique chaque année dans le monde et près de 10% finissent
dans l'océan. Des quantités de sacs, bouteilles et autres déchets qui forment ce qu'on appelle le 7e continent et auquel il faut ajouter d'autres fléaux moins visibles comme les mégots de cigarettes ou, plus récemment, les masques chirurgicaux. Armés de gants et d'épuisettes, des bénévoles tentent de remédier localement à la pollution en nettoyant les abords de cours d'eau. Nous avons suivi un de ces groupes près du canal Saint-Martin à Paris. Ce week-end de janvier, ils sont une vingtaine à avoir bravé la grisaille parisienne pour une collecte de déchets. Long de 4,5 km, le canal Saint-Martin se jette dans la Seine, emportant sur son passage des déchets jusqu'à la mer. Pour éviter cette pollution, l'antenne Surfrider Paris organise, avec des bénévoles, des opérations tout au long de l'année aux abords des canaux et de la Seine. Il s'agit de collecter les déchets à terre et sur l'eau. Des gants de protection, un sac poubelle, une épuisette. C'est parti pour 1 heure de collecte. Donc voilà, ce qu'on ramasse, ça se retrouve sur terre, ça se retrouve aussi dans le canal. Donc on a des gobelets, des bouteilles de lait, des canettes. Donc tout ça, ça termine dans le canal, ça terminera après peut-être dans la Seine, et puis après dans l'océan. Vous voyez, là, il y a un masque. Ça, c'est du plastique, ça. Et on en trouve de plus en plus des masques abandonnés comme ça, voilà. Le masque chirurgical, apparu avec la pandémie de Covid-19, vient désormais s'ajouter à la longue liste des déchets jetés à même le sol. Mais le principal cheval de bataille, c'est le mégot de cigarette. Le filtre est en acétate de cellulose, un type de plastique auquel il faut au moins 10 ans pour se dégrader complètement. Pire, les produits toxiques qu'il contient pourraient polluer jusqu'à 500 litres d'eau. On est arrivé à un chiffre assez frappant qui est que 80% des déchets qu'on retrouve dans la mer viennent de l'intérieur des terres. Donc nous, on essaie à la fois de sensibiliser à cette question-là, des déchets qu'on trouve dans les villes, et à la fois organiser plusieurs ramassages comme celui qu'on fait aujourd'hui, en se focalisant sur certains déchets, notamment ici le mégot par exemple de cigarettes, qui est un déchet qu'on trouve énormément à Paris. À la fin de l'opération, un décompte permet de prendre conscience du volume et de la diversité des déchets récoltés. En 2019, plus de 90 000 bénévoles ont participé aux initiatives océanes organisées à travers l'Europe. Un record qui montre aussi l'ampleur de la prise de conscience. Vous les connaissez, les Surfriders Très bien. de Paris? Très bien. Qu'est-ce que vous pensez Surfrider en général, oui. Oui, vous connaissez ces initiatives, donc bien sûr, de Oui, dans la collecte. plateforme Océan Climat, ils sont membres de la plateforme et très actifs. Alors, on va continuer à s'intéresser de plus près au problème des déchets plastiques dans la deuxième partie de cette émission. Mais tout de suite, nous accueillons un troisième invité, un spécialiste en la matière, Francis Vallat. Bonjour Francis Vallat. Bonjour. Merci d'être venu nous rejoindre dans cette émission. Je vais vous présenter à nos téléspectateurs. Armateur pendant 30 ans, vous êtes président d'honneur de l'Institut français de la mer, président du cluster maritime français qui rassemble des entreprises de différents secteurs mer. Vous êtes aussi président d'honneur de SOS Méditerranée et président d'honneur de 7e continent. Ça fait beaucoup de présidents. Oui, c'est beaucoup d'honneur, mais ça, c'est l'âge. Alors, donc vous avez été, entre autres choses, président de l'ONG 7e continent et vous connaissez donc très bien la question des déchets plastiques. Pouvez-vous nous donner quelques chiffres pour prendre la mesure de l'importance de la quantité de pollution au plastique dans l'océan? Écoutez, vous avez parlé tout à l'heure dans le sujet de 350 millions de tonnes de plastique. En fait, maintenant, on est à 400 millions de tonnes de plastique par an, dont 40% sont du plastique jetable. Donc ça, c'est la première chose. Des objets plastiques à usage unique, comme Oui, on à les usage appelle. unique. Vous avez à peu près 8 à 10 millions de tonnes qui se déversent chaque année dans les océans. C'est un minimum. Il peut y avoir à des moments jusqu'à 10%, donc beaucoup plus. Mais 8 à 10 millions de tonnes en moyenne.
Vous retrouvez dans ce qu'on appelle les grands gyres, il y a 5 grands gyres, vous savez, c'est comme dans les lavabos, l'effet vortex, les endroits où c'est des tourbillons et où toutes les saloperies qui sont jetées à la mer se regroupent. La plus grande, celle du Pacifique, fait 7 fois la France, 5 fois le Texas. Et vous avez 80% de polyéthylène dedans, donc de plastique. Donc c'est très, 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 très impressionnant. Vous avez environ, on estime, à 5000 milliards de déchets plastiques dans les océans en permanence, de petits déchets plastiques. Le plastique, il vient de beaucoup de choses. Vous avez pensé, là, par exemple, aux déchets individuels, aux sacs plastiques. Mais quand vous prenez une douche, il vient aussi du savon, du shampoing qu'on prend, etc. Une douche, c'est 100 000 petites billes C'est ce qu'on appelle les microplastiques. Oui, absolument. Les microplastiques et même des nanoplastiques. Septième continent, je profite pour préciser, qui existe depuis une dizaine d'années, travaille avec une quinzaine de laboratoires, fait 2 expéditions par an. En cherchant avec le CNRS d'ailleurs, on a par exemple découvert que les nanoparticules de plastique sont en fait des super nanos. C'est-à-dire que vous avez les déchets qui flottent en mer, qui eux-mêmes se décomposent jusqu'en nanoparticules et même super nanoparticules. Et cette découverte dont je parlais, on sait que ces particules peuvent faire jusqu'à être 36 000 fois plus petits qu'un cheveu. Donc ça veut dire qu'elles s'infiltrent absolument partout, y compris dans le plancton. Le plancton, le physioplancton, qui lui-même est indispensable à la vie des océans, qui elle-même est indispensable à notre vie et à la vie de l'humanité. Donc c'est absolument terrifiant. Alors, quelles sont les conséquences concrètement de ces déchets plastiques sur la flore et la faune marine? Alors, il y en a beaucoup qu'on ignore encore pour l'instant. Alors l'empoisonnement des mammifères, l'empoisonnement des poissons, l'empoisonnement, tout ça éprouvé, etc. Au niveau de la flore, au niveau du plancton, mais là, Françoise Guel, qui est ici, est plus qualifiée que moi, je crois qu'on ne sait pas encore. On sait qu'il va y avoir un effet, mais qu'on ne sait pas encore lequel. Vous absorbez, vous, en moyenne, 5 grammes de plastique par semaine. On ne sait pas encore les conséquences. Ça paraît tout petit, en fait, ça n'est pas tant que ça. Surtout que ça vient s'ajouter à tout ce qui a été dit par mes amis dans la première partie de cette émission. Mais sans les océans, l'humanité mourra. L'une des expéditions de Tara a été consacrée aux déchets plastiques. Romain Troublé, vous voulez nous en parler? Oui, rapidement, ça fait 10 ans qu'on met des filets on a commencé ça en 2011, mettre des filets dans la mer, en surface, pour voir le plastique. Ça venait de sortir, hein. On venait de découvrir ce continent de plastique en 2009. Et du coup, depuis ce jour-là, on met des filets régulièrement dans l'eau. Chaque mission, on déploie ça et on voit le stock de plastique. C'est comme l'économie. Il y a des stocks, puis il y a des flux. Il y a un énorme stock qu'on a mis depuis 50 ans, depuis que le plastique est arrivé dans nos vies. Et puis, il y a les flux qui coulent tous les jours. Comme le disait Francis, on parle de 8 millions de tonnes, on n'est pas trop sûr, on a des statistiques, hein. Mais ça coule de nos rivières, en fait, de notre consommation, de notre comportement, de notre industrie, de nos politiques publiques, de notre façon de recycler. Tout ça est très disparate dans le monde. Et on parle, et le fléau du plastique, il est gigantesque à régler, parce qu'on parle de 20 substances de plastique à peu près, et 300 additifs chimiques qu'on met dedans pour les rendre plus souples, plus durs, qui eux sont très polluants. Et puis le plastique, ce qu'on a constaté en 2019, c'est que ce plastique qui est dans la mer, il est hydrophobe, et tout ce qui est hydrophobe, toutes les molécules qu'on construit pour les médicaments, pour passer la barrière des corps humains, des cellules, sont hydrophobes. Et donc ça accumule comme ça tous les pesticides sur la paroi de ces plastiques. Et quand ils sont ingérés par des organismes, comme l'a dit Francis, ça augmente le stress toxique, en fait, et ça augmente l'impact de ces plastiques. En fait, on est face à un problème, et qui est un problème, à mon avis, résolvable. C'est pas très compliqué de trouver des solutions. Il n'y a peut-être pas de solution miracle, par contre, mais d'après vous, est-ce qu'il y a donc des pistes à envisager pour essayer d'enrayer ce phénomène? Francis Valla. On estime qu'il y a à peu près 300 millions de tonnes à l'heure actuelle de plastique dans le monde. Alors moi, je ne suis pas du tout, mais je pense que c'est... Vous n'êtes pas très on optimiste. ne doit pas avoir le même angle. Moi, je suis très, très pessimiste. Mais je suis sûr qu'on est d'accord avec Romain. C'est une question d'expression. Enfin, on va le préciser maintenant. Une question de temporalité. Je pense que ça n'est
c'est catastrophique et que le plastique en mer, ça n'est pas solvable. Donc il faut tout concentrer sur la prévention. Ces microdéchets, vous avez par exemple, rien qu'en Méditerranée, chaque année à peu près 600 000 tonnes donc, de plastique qui viennent en plus. On estime que la Méditerranée, c'était 3 milliards il y a quelques années, maintenant c'est 10 milliards de déchets, etc., de micro-nanodéchets, qui sont impossibles à ramasser parce que c'est trop petit, etc., tout simplement. Et je suis même furieux de voir beaucoup d'argent consacré, alors ça c'est tout à fait personnel, ça n'engage pas mes amis, par des personnes célèbres qui réunissent des millions, etc., pour faire des bateaux qui vont aller ramasser en mer sur quelques kilomètres carrés des plastiques, autant d'argent qui est détourné de la vraie solution parce que ça ne sert à rien, c'est 0,0000 quelques pourcents, on ne peut pas le faire. Donc tous les efforts doivent être concentrés sur la prévention, il faut absolument ralentir les flux, il faut au niveau de la prévention, il y a l'éducation et la formation, il y a la recherche de tous les possibilités de matériaux de substitution à partir d'algues, etc. Et il faut évidemment accélérer les crédits à la recherche sur ce plan-là, etc. Parce que nous ne sommes pas, en tout cas nous, chez 7e continent, en train de dire tout est facile, il faut de baguette magique. Le plastique, c'est dégueulasse. C'est pas si simple que ça, d'ailleurs. Vous savez que la découverte du plastique a joué un rôle essentiel dans la protection des baleines. Tout le monde parle des conventions, etc. Mais pas du tout. Les baleines, on les tuait, il y avait l'huile, mais les baleines de soutien-gorge, les baleines de colle, les baleines... Pourquoi on appelle ça comme ça? Parce que c'était les fanons des baleines. Donc le plastique a permis de sauver les baleines. Bon, cela dit, et puis le plastique, on ne peut pas s'en passer du jour au lendemain, il y a trop d'utilité, etc. Ça, on serait des fous. Mais en revanche, c'est incurable ce qui se passe dans les océans aujourd'hui. Enfin, ça mettra... Vous avez parlé tout à l'heure d'objets de plastique qui mettaient 10 ans à disparaître, mais c'est bien plus que ça. Une carte bancaire, c'est 1000 ans. C'est le plastique le plus dur, le plus, etc. Et une bouteille, c'est, je sais plus, vous savez, ça peut-être c'est un siècle. C'est bon. Donc ce plan-là, il faut avoir conscience que c'est fichu. Mais c'est fichu, il faut que ça nous motive pour nous battre là où on peut être efficace. Alors justement, c'est la prévention et la formation. Et je pense que c'est... Bien sûr, sur des solutions, peut-être un message un peu plus positif pour terminer. Oui, bah déjà, essayer de trouver des moyens d'avoir des matériaux qui soient alternatifs. Ne serait-ce que ça. Ça, c'est possible. Donc ça peut être fait. La deuxième chose, c'est comment recycler ce genre de choses. Tout ça, ça se passe au niveau terrestre. C'est nous, là, ici, à Paris. Pardon, Françoise, et on ne recycle à l'heure actuelle que 5% des 400 millions de tonnes. Un effort à mettre sur alors que là, on peut faire beaucoup recyclage plus. aussi. Donc il y a des solutions. Il y en a plein. Il y en a plein, et c'est ça, il n'y en a pas qu'une. Et souvent, on a se dit, on va nettoyer l'océan, et du coup, tout le monde se dit, ah bah, ça y est, il y a une solution. Et allons-y. Non, c'est pas vrai. En fait, c'est à terre que ça se passe. Oui. C'est chez nous, dans notre économie circulaire. Les lois économie circulaire que la France a votées en 2020, ça contribue à davantage travailler sur ces sujets-là, à bannir les plastiques qui ne sont pas recyclables. Il y en a, c'est du polystyrène, par exemple. Il faut arrêter les yaourts blancs, il faut arrêter en polystyrène. Ce n'est pas recyclable. C'est brûlé ou c'est enfoui. Il y a des solutions. Il faut bannir tout ce qui est toxique. Et puis recycler le maximum, parce que une tonne de plastique recyclé, c'est 2,5 tonnes de CO2 en moins par rapport à une tonne de plastique neuf. Donc ça, c'est important. Mais moi, ce que je veux dire, parce que là, on a tracé un tableau très, très négatif. Hein. Cet océan, il a une résilience incroyable. C'est-à-dire qu'on voit bien que quand on a une zone d'océan, comme un récif corallien, qu'on lâche la pression, qu'on lâche les pressions dessus, qu'on essaie de contrôler un peu ce qu'on y fait, on voit bien que ça repart. Et ça repart pas en 40 ans, ça repart en 3, 4, 5 ans. C'est la plus grosse résilience de la planète, c'est l'océan, parce que la vie se change très vite, se multiplie très vite, et donc il y a une capacité d'adaptation très forte. Et c'est ça le message, c'est que si vous faites, au niveau politique, vous avez un retour qui est visible dans les années qui suivent. Ça se voit. Vous voulez ajouter une dernière petite phrase? Simplement illustrer ce que dit Romain. On en a eu une illustration merveilleuse l'année dernière de cette résilience avec le premier confinement. Enfin, c'était extraordinaire en Méditerranée, qui est une mer un petit peu fermée, qui est une mer en même temps proche. Enfin, on a vu revenir les mammifères, pas simplement les mammifères, les poissons dans les ports, les dauphins, etc. C'était extraordinaire. Le long de la Seine, notre ami Jacques Rougerie, qui fait partie de ce monde maritime, le monde des mériens, comme il l'appelle, par opposition aux terriens, me racontait que sur la Seine où il habite, en l'espace de quelques jours, il a revu le fond qu'il n'avait pas vu depuis 50 ans à quelques mètres, revenir des signes, toute une faune, c'est extraordinaire.
Merci à vous trois, Francis Vallat, Françoise Gaille et Romain Troublé, d'être venus nous alerter sur les dangers qui pèsent sur l'océan et sur l'importance de le préserver. Je remercie aussi nos téléspectateurs de nous suivre chaque semaine sur CGTN Français et sur les réseaux sociaux. À très bientôt pour un nouveau numéro de Pour tout vous dire.